Le cercle RH, notre débat sur Smart Job pour parler des managers. Alors, Dieu sait si on parle beaucoup des managers et du management à la française. Parce qu'il y a un vrai débat sur le mode de management. On va en parler avec mes invités. Rebecca Renverso, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice des opérations chez Tomorrow Theory. Et puis, vous avez aussi une vision prospective, vous êtes conférencière et on parlera avec vous peut-être de ce management de demain, peut-être d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il existe ce management rêvé. On va en parler avec vous. On s'appuiera d'ailleurs sur un rapport de l'IGAS qui fixe des piliers justement sur le bon management. Et avec nous, Vincent Charlet. Bonjour Vincent. Bonjour. Délégué général de la fabrique de l'industrie. Avec un ouvrage qu'on va découvrir justement sur la fabrique de l'industrie que j'avais noté, les nouveaux modes de management, édition La fabrique de l'industrie avec la presse des mines. Je commence par vous et je donnerai la parole à Rebecca dans un instant. Concrètement, ce travail de recherche, il vise à quoi et quelle est la cible? Les managers, les dirigeants, les chercheurs entre eux, c'est quoi l'objectif? Alors, c'est plutôt managers et les dirigeants que chercheurs, parce qu'on part du principe que les chercheurs ont parfois un peu d'avance sur nous, et nous, justement, on va les écouter et traduire tout ce qu'ils ont à nous dire pour répondre aux questions que se posent les industriels ou les décideurs. Et donc, cet ouvrage, en gros, il cartographie, il fait un peu un inventaire. Ça fait pas loin de 100 ans maintenant qu'il y a des tentatives plus ou moins isolées, plus ou moins conceptualisées de renouveler le management. Et cet ouvrage, qui est une réédition, dresse le portrait, le portrait type de ces nouveaux modes de management qui ont été tentés. Alors, Rebecca Renverso, on va parler du rapport de l'IGAS qui fixe quand même une sorte de portrait robot du bon manager sur l'autonomie, sur la manière dont on peut autonomiser ses tâches, presque le manager du Nord. Mm-hmm. Vous qui observez et qui avez votre propre mode de management chez Tomorrow Theory, il ressemble à quoi notre management à la française? C'est un vieux management patriarcal, il faut que tout le monde soit autour du chef, il faut être au bureau 5 jours par semaine. C'est ça notre management? Le management à la française, en fait, il est très hiérarchique. Il est très hiérarchique, c'est vraiment, on a des postes, on a une ancienneté, donc du coup, quand on rentre, il y a des codes. Il y a des codes comme par exemple la cravate rouge, c'est pour le chef, ce genre d'éléments. Ouais, on peut encore... Ou Trump, on peut encore en rire, mais c'est vrai qu'on a un espèce de carcan managérial qui n'a pas vraiment évolué ces dernières années et qui a du mal à bouger et qui est vraiment challengé ces derniers temps par la nouvelle génération qui n'accepte plus du coup cet ancien mode. Vraiment challengé. Vraiment challengé. Globalement, la génération montante, en fait, qu'on parle de génération alpha ou de génération Z, ne reconnaît pas l'historique, ne reconnaît pas le statut comme légitime, ni l'expérience. En fait, ils sont vraiment dans un mode où le collectif est plus important pour eux, le partage et l'autonomie. Et donc, ça vient un petit peu bouger les lignes. Et sauf que quand on est rentré, nous, dans le monde du travail, on se dit, en fait, c'est comme ça, c'est les règles. Et donc, on a du mal à sortir de là pour se dire, en fait, il faut voir les choses autrement pour pouvoir les accueillir aussi en entreprise. Mais juste, et on va l'entendre côté industrie, parce que j'ai le sentiment qu'on parle plus de start-up, de tertiaire, d'entreprise en col blanc, et que l'industrie, c'est peut-être plus compliqué. Vrai ou pas vrai? Est-ce que c'est plus compliqué d'adapter ce qu'évoque l'IGAS, autonomie soutenue, participation des travailleurs et reconnaissance du travail accompli? Est-ce que ce management un peu à l'ancienne, il a encore pratiqué plus largement dans l'industrie? Ou est-ce que ça bouge? Je ne pense pas. En tout cas, les exemples qui sont donnés dans l'ouvrage montrent bien qu'il y a des entreprises industrielles qui ont pris ce problème à bras-le-corps, à commencer par Michelin, qui est quand même pas la start-up du coin. Donc, ce travail de mise en autonomie des équipes, et c'est important de souligner qu'on parle d'autonomie des équipes et pas seulement des individus, c'est une réflexion qui a traversé l'ensemble des activités, y compris l'industrie, comme le taylorisme avait été lui-même un peu forgé, notamment dans le berceau de l'industrie. Ça veut dire... je vais vous faire une confidence, si la fabrique de l'industrie travaille sur ces sujets-là de contenu, travail et d'organisation, c'est parce que les branches industrielles sont activement préoccupées par ce sujet-là. Ah oui. Et donc, mais c'est pas un gadget, il y a un enjeu économique. C'est pas un non-sujet pour elles. Donc, elle nous demande de les aider à réfléchir sur la façon dont le rapport au travail et le contenu du travail se transforme. Vous avez dit, et c'est tout à fait vrai, que les jeunes générations viennent bousculer certaines certitudes établies. Alors, ça varie beaucoup, en plus, selon le niveau de qualification. Oui. Les attentes et la manière d'exprimer les attentes ne sont pas les mêmes. Et puis, ce que montre le rapport de l'IGAS, c'est aussi que
la France était en décalage par rapport à d'autres pays. Et Trop ça, hiérarchique, trop peut-être vertical. que ces nouvelles générations, elles le savent, elles ont davantage voyagé que les précédentes. Et donc, le modèle français dont vous parlez, il se trouve aussi un peu mis en minorité, en fait. Le rapport de l'IGAS évoque un autre sujet que vous soulevez. La qualité des pratiques managériales a des effets non négligeables, je cite le rapport, sur la performance des entreprises. Et même, dit le rapport, si c'est difficilement quantifiable, ça a une incidence aussi sur la santé mentale des collaborateurs. C'est pas un petit sujet quand même, ce sujet de management. Non, c'est vraiment, quelque part, quand on rentre dans une entreprise, à partir du moment où elle est suffisamment grosse, même une petite entreprise, il y a des sujets de management. Et donc, du coup, c'est vraiment un sujet, on ne se rendait pas vraiment compte, mais qui touche le bien-être et la santé mentale de l'individu, puisque c'est un rapport, un quand on est individuel, un équipe, plusieurs équipes. Et donc, en fait, effectivement, ce management va devoir guider les collaborateurs. Et en fait, la façon de manager va affecter à la fois le bien-être et la santé mentale, mais beaucoup d'autres choses, parce que quand on vient un individu, un des besoins principaux de l'individu, c'est de la reconnaissance. Oui. Si on a un management qui ne sait pas reconnaître, qui ne sait pas redonner de la valeur, qui ne sait pas autonomiser, en fait, la définition même de l'autonomisation en fonction de la génération n'est pas la même. C'est un rapport à la confiance. Exactement. Autonomiser, c'est faire confiance à l'autre. C'est faire confiance. C'est la confiance par défaut, et oui. finalement, et non pas après preuve. Et donc, il y a plein de choses qui vont changer. Et aujourd'hui, en fait, on se dit que, oui, ça touche la productivité, parce que quelqu'un qui est bien dans son travail, quelqu'un qui se sent reconnu, qui se sent accompagné, avec des responsabilités, une autonomisation, une formation, c'est quelqu'un qui va être performant pour l'entreprise. Et donc très bon pour l'entreprise et la création de valeur, on est d'accord. Exactement. Il va se sentir aimé, donc il va donner le meilleur. Il va pouvoir donner beaucoup plus, si jamais il se sent aimé, et surtout écouté et reconnu. Globalement. Mais pourquoi les managers, vous qui l'étudiez versus industrie, pourquoi c'est si compliqué, même si j'entends que les choses avancent, qu'il y a des entreprises performantes, et vous évoquiez Michelin, je pensais aussi aux entreprises libérées, qui est un autre sujet, oui, bien sûr. Mais qui corrobore aussi à cette idée que chacun peut être acteur de sa transfo et de son autonomie. Mais pourquoi c'est si compliqué? Qu'est-ce qui se passe? Les managers, ils protègent quoi dans cette attitude? Alors, à mon avis, individuellement, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables. En tout cas, la lecture que j'ai, moi, des travaux de recherche et du rapport de l'IGAS, c'est qu'on parle plutôt de sous-jacent culturel. Ouais. Donc, notre rapport au travail, vous, moi, il s'est construit à partir d'ingrédients qu'on a en partage, nous, Français, et héritiers de la culture française. La culture napoléonienne qui fait que le chef, c'est quand même une voix qui compte. Autre élément, la construction napoléonienne, elle aussi, des grandes écoles. Donc, c'est-à-dire, encore aujourd'hui, une survalorisation des diplômes. Oui, ça veut dire que le bout de papier que vous avez décroché à 22 ans, toute votre vie, vous l'avez. Il vous accompagne et il vous caractérise et parfois, il vous précède. Enfin, c'est par là que vous êtes introduit, c'est par là que vous êtes décrit. Ça participe à l'éloignement hiérarchique auquel vous faisiez allusion. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune élite éducative ou socio-professionnelle dans les autres pays, évidemment, mais enfin, ça fait partie de ces traits qui sont particulièrement prégnants, actifs, dans notre manière de construire des relations au travail. Rebecca, autant il y a des sujets RSE, QVCT, où on se dit qu'il faut que les pouvoirs publics s'en emparent, on parle de santé mentale, je vois des campagnes de publicité sur les radios, sur la santé mentale, dans tous les domaines, c'est de la politique publique. Sur le management, malgré les enjeux essentiels, il n'y a pas de politique publique. C'est-à-dire que chacun se débrouille un peu dans son coin. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? C'est comme ça que je le vois. Et pardon de le dire, mais je ne suis pas sûre que s'il y avait une politique publique, ça changerait quelque chose. Je ne sais pas. Globalement, en fait, quand on est manager, ça parle aussi de nous, en fait. Globalement, on le voit, ce qui nous occupe en ce moment, c'est le retour au bureau. Pourquoi, en fait, on demande... Société générale, une grève. Exactement. Voilà. Pourquoi on demande de retourner au bureau? Mis à part le prix des locaux qu'on paye et dont on ne s'est pas débarrassé. Il y a aussi, en fait, mon rapport... En fait, là, on va directement aller sur ce qu'on appelle le framework de réussite collective. C'est nos cadres systémiques. Globalement, quand je demande à quelqu'un de retourner au bureau, indépendamment des besoins économiques et autres, en fait, j'ai un besoin de contrôle. J'ai un besoin de contrôle parce que cette personne, chez elle, je ne vois pas ce qu'elle fait. Donc, j'ai besoin de savoir qu'elle est là pour pouvoir contrôler qu'elle est productive, qu'elle est rentable. Le problème, c'est que c'est pas faire revenir les personnes qui les rendra plus productifs. On touche vraiment à un problème de sens, de pourquoi je fais ce que je fais, de quel est l'impact et quelle est la reconnaissance que j'ai. Donc, en fait, c'est un faux problème. Mais ça et plein d'autres choses, finalement, sont des faux problèmes. Le vendredi en jean, dont on discutait tout à l'heure, etc., etc. Le problème à la base, casual. Exactement, il est sur le sens. Quand je travaille pour quelqu'un,
Quelle est la valeur de l'entreprise? Quelles sont mes valeurs? Comment ça s'aligne et pourquoi je fais ce que je fais? Ensuite, est-ce que je suis reconnue à ma juste valeur? Est-ce que je peux me tromper? Est-ce que j'ai un cadre de sécurité qui est assez fort? Exactement, pour le droit à l'erreur, pour dire ce qui se passe. Je vous entends tous les deux et je me dis quand même que ça passe, s'il n'y a pas de politique publique, effectivement, qui ne serait peut-être pas d'ailleurs très utile, ça passe quand même par des formations. J'imagine que dans la fabrique de l'industrie, il y a un travail de recherche, d'analyse, de diagnostic, puis ensuite, il y a quand même un déploiement d'actions. Qu'est-ce qu'on fait? On les forme, on les accompagne, on leur fait poser la cravate, on les fait rigoler, les managers. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une excellente question. La formation management, c'est un peu le parent pauvre peut-être du sujet. Un point quand même sur les politiques publiques. Le rapport de l'IGAS, il pointe ce paradoxe qu'en France, où on accumule plusieurs points de retard sur la distance hiérarchique, le niveau d'autonomie, etc., paradoxalement, la France a cherché à combler ce retard par des dispositions réglementaires, en tout cas. Et donc, si on se compare à la Suède, à l'Italie ou à l'Irlande, il y a plutôt un corpus d'obligations réglementaires auxquelles les entreprises sont assujetties, mais qui ne règlent pas le problème. Donc, on revient au problème. Donc, on a compensé par du réglementaire. Oui. Sans régler absolument le problème. Hein. Bah, visiblement pas. Voilà, le visiblement code du pas. travail a pris un mètre, mais globalement, le management... Non, mais c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. Donc, vous dites quoi? Plus de liberté, plus de souplesse permettrait aussi de pouvoir mieux adapter en fonction des secteurs, des entreprises. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé de pédagogie. Je pense effectivement que c'est quelque chose d'important. Le recours à la formation est globalement quelque chose qui est un petit peu insuffisant en France et qui est en plus inégalement réparti. C'est-à-dire que moins vous avez commencé votre carrière avec un bagage de formation initiale, moins vous avez de chances de le voir se constituer ou se compléter au fur et à mesure de votre carrière, ce qui est un peu bizarre. Bon. Donc l'accompagnement au changement et la formation des managers est effectivement un métier d'avenir, là pour le coup, et un besoin futur. Je pense que des transformations vont se faire. Encore une fois, les exemples qui sont montrés dans cet ouvrage montrent que ce n'est pas impossible. Simplement, pour l'instant, c'est un petit peu du bricolage, si je peux me permettre. Ouais. C'est-à-dire que cette réflexion, elle n'a pas encore été structurée. Ça manque un peu même. Ouais, ça manque d'un corpus, en tout cas d'un langage commun. Vincent et Rebecca, on en a besoin des managers, parce que j'écoutais l'autre jour une émission où certains disaient mais pourquoi on a besoin de managers? Après tout, les êtres humains sont pas sots, ils s'autonomisent, on peut inventer. Est-ce que vous êtes assez disruptif sur ces sujets quand vous vous exprimez sur ces... On a besoin de managers? Pas forcément, ça dépend de la structure. Globalement, en fait, c'est la tête pensante de la structure, que ce soit l'industrie, start-up ou autre. En fait, c'est la tête pensante qui donne le là sur ce qui se passe. Donc le dirigeant. Le dirigeant. Le ou les dirigeants en fonction de combien ils sont. Qu'on n'appelle pas manager. Qu'on n'appelle pas manager. Il peut être dirigeant et en même temps être manager. Vous voyez, on commence à rentrer dans le malentendu là. Exactement. Et en fait, on a tendance à dire, je ne sais pas si vous connaissez l'adage, mais l'entreprise souffre des maux de son dirigeant. Et globalement, c'est le dirigeant qui donne le là. Et si lui a un besoin de contrôle, on aura des managers avec besoin de contrôle. Si lui a besoin de traverser... L'entreprise prend la couleur du dirigeant. Exactement. Et donc, on fait des formations de managers. Est-ce qu'on fait des formations de dirigeants, finalement? À être sûr, quelles sont mes valeurs? Est-ce que vraiment je peux autonomiser les gens? Est-ce que j'ai pas peur que les personnes qui travaillent pour moi grandissent un jour et prennent leur envol, finalement? Et où est-ce que je me positionne, moi, dans mon devoir, en tant que manager, en tant que dirigeant, de faire grandir mes collaborateurs, à la fois sur la formation, mais sur l'autonomisation, sur le développement. C'est très psy, c'est un rapport à l'ego, c'est un rapport à soi-même, à sa confiance. Tout est un rapport à soi-même. On est tous des individus, finalement. Ce sont des individus qui font une structure. Donc, si on ne revient pas sur l'individu, on ne peut pas manager, en fait, de façon, on va dire, plus humaine. Si on ne remet pas au centre, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire l'humain? Un manager, on en a besoin? Les dirigeants, oui. C'est pour ça que les vous dirigeants... Vous sauvez le manager. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire qu'on raconte là, c'est-à-dire, même s'il y a des ratés ou que ça avance pas très vite, globalement, les hiérarchies ont tendance à s'aplatir. Je veux dire, c'est un peu le cours de l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les managers, et notamment ceux qu'on appelle les managers intermédiaires, sont en général... les échelons hiérarchiques qui sautent lors de ces réformes-là, réorganisations. Individuellement, ça peut être extrêmement dur à vivre. C'est-à-dire que quand on vous explique que vous avez passé 20 ans à être pris en tenaille entre la hiérarchie à qui vous devez rendre des comptes et puis les gens que vous devez encadrer, mais qui vous voient quand même comme le relais de la hiérarchie, et puis du jour au lendemain, on va dire, tu sais quoi, on va devenir moderne, on n'a plus besoin de toi. C'est dur, absolue, voilà. Bien sûr. Donc les managers intermédiaires font partie des gens qu'il faut accompagner particulièrement dans ces mouvements dits de réorganisation, encore une fois, qui visent à aplatir les hiérarchies.
parce que ça consiste en général à leur trouver un rôle nouveau, redéfini, accompagnement, support, expertise. Il y a plusieurs formules, mais et ça ne veut pas dire qu'on supprime totalement le management. Effectivement, il y en a un petit peu moins où il y a moins d'échelons. Merci à vous. Il nous reste 5 secondes. Je vais poser une question, Rebecca. Vous allez revenir. Vous reviendrez. Merci de nous avoir éclairés. C'est un sujet central que l'on traite dans notre émission, cet enjeu des managers et la manière dont la science, j'allais dire, étudie, observe l'évolution de ce métier qui d'ailleurs pas réellement un métier. Rebecca Renverso, merci, directrice d'opération chez Tomorrow Theory. Vous voyez, je ne l'ai pas mis dans l'autre sens cette fois-ci. Merci à Vincent Charlet d'être venu nous rendre visite, délégué général de la Fabrique de l'Industrie, avec ce livre qui est passé en bon titre, Les nouveaux modes de management, à la fois édition La Fabrique de l'Industrie, mais aussi la presse des mines. Oui. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.